Bonjour et merci de nous retrouver sur CITS Training. Moi, c'est Mehdi Boloko. Je suis Cisco certifié professionnel. C'est avec un plaisir que je partage avec vous ce lab. C'est suite à la demande de quelques abonnés de notre channel que j'ai décidé de faire ce projet. Donc, nous allons examiner l'architecture d'un réseau local tel que nous le voyons ici au chapitre 13 du manuel officiel. Donc, c'est le deuxième manuel du CCNA 301. Lorsque vous partez au chapitre 13, nous avons en fait, c'est un chapitre qui porte sur l'architecture d'un réseau local. Donc, si vous partez à la page 291, vous avez cette topologie. Donc, c'est cette topologie que nous allons utiliser. Ce sera notre référence pour faire ce lab. Vous remarquez que nous avons des équipements qui sont connectés à des switches qui sont appelés des access. Donc, ça, c'est la couche access. Donc, les switches auxquels les équipements utilisateurs se connectent. Les switch access sont connectés au switch distribution, donc c'est la couche distribution, et les switch distribution sont connectés aux routeurs qui transmettent enfin le trafic à l'internet. Donc ce sont des routeurs internet. Je vais apporter une modification à cette topologie et je vais donner la raison. Donc si vous remarquez sur cette topologie, nous avons des connexions entre les switch access avec les switches distribution, et entre les switches distribution et les switch access, nous avons également des connexions. Toutefois, en examinant cette topologie, j'ai remarqué quelque chose. Considérons par exemple que ce switch ne soit plus disponible pour toutes les raisons. Par exemple, si son transfo a des problèmes, ou encore s'il doit être en maintenance, ou encore s'il perd sa connexion avec l'électricité, donc quelqu'un le débranche par erreur. Toutes les raisons qui peuvent faire que ce switch ne soit plus en mesure de fonctionner va isoler cette partie du réseau, parce que ce access switch n'est connecté qu'à ce switch. Et ce problème, nous le verrons également ici là. C'est le même problème avec ce switch. Donc, ces deux switches sont vulnérables si les switches auxquels ils sont connectés ont des problèmes. Donc, pour renforcer, parce que lorsqu'on fait le design d'un réseau, la topologie, l'architecture doit prendre en compte la résistance. Faire de telle sorte qu'il y ait le high availability, donc que le réseau soit en permanence disponible. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter une connexion entre les switch access. Pour faire de telle sorte que si ce switch a des problèmes, que le switch access puisse toujours communiquer au travers du switch access 2 et envoyer le trafic à ce switch de distribution. C'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs connexions entre les switches. Donc, nous allons ajouter cette connexion ici. Je n'avais pas ajouté parce que dans la topologie, nous le voyons que ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de connexion entre les access. Mais pour nous, dans ce lab, nous allons ajouter ces connexions entre les access. Il est vrai que vous allez dire que si le access switch a des problèmes, les PC sont isolés. Effectivement, il y a des cas où on ne peut pas en fait éviter les problèmes, parce que un équipement access ne peut être connecté qu'à un seul port. Donc, nous n'avons qu'un seul port Ethernet sur nos laptops. Donc, nous ne pouvons nous connecter qu'à un seul access switch, si c'est par câble. Alors, il y a peut-être des technologies aujourd'hui pour faire de telle sorte que si on est connecté par Wi-Fi, qu'on puisse avoir la redondance. Mais dans le contexte des câbles, nous n'avons qu'un seul Ethernet cable qui va vers un switch. Donc, bref, c'est juste un peu pour montrer l'aspect de la disponibilité, le high availability. Donc, nous allons passer à l'exécution du lab. Ce que je veux faire, c'est juste tel que promis, nous allons ajouter une connexion ici entre ces switches. Donc, je vais ajouter le 2.0 vers ici le 2.0 occupé. Donc, je vais commencer par ici. Je
Je prends le 1.1. Je pense qu'ici le 1 est occupé. C'est un peu compliqué. En fait, je veux qu'il ait la parité pour faciliter la configuration. Donc, je prends le 3.2 vers le 3.3. Ici également, nous allons faire la même chose. 3.2 vers le 3.3. Donc, je vais prendre note de cela pour que nous puissions facilement nous retrouver. G, 3, 2 à 3. Donc ça, c'est la modification qu'il fallait apporter à cette topologie. Et je voudrais juste préciser que sur cette topologie, il n'y a peut-être pas de câble entre les access switches. C'est tel que vous voyez, c'est un campus LAN qui est très géant. Parce que nous avons jusqu'à 40 switches, ok? Ça va du switch access 1 jusqu'au switch access 40. Voilà pourquoi peut-être il n'y a pas de câbles entre les access switches. Bref, notre topologie le permet. C'est une topologie de taille moyenne. En fait, même pas de taille moyenne, en fait, c'est un très petit réseau. Lorsqu'on compare avec des réseaux réels, c'est un petit réseau. Donc voilà pourquoi nous nous permettons d'ajouter des connexions entre les access switches. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'exécution. Nous avons une configuration de base. Cette configuration de base a des éléments très importants pour faire fonctionner nos switches. Nous avons le service timestamp qui nous permettra d'afficher les messages avec une référence à l'heure. Nous avons le service password encryption qui va permettre de sécuriser les mots de passe qui autrement seraient visibles. Nous avons le line count 0 pour configurer les paramètres de l'accès via console, même si nous n'allons pas accéder par console, mais c'est juste pour montrer qu'il est possible d'augmenter la taille de l'historique pour montrer qu'il est possible d'augmenter la taille de l'historique. Le exec timeout. Le exec timeout, c'est le temps que la durée que le switch va faire avant de refermer la session. En d'autres termes, nous voulons que la session soit disponible pendant un peu plus de temps, puisque ce n'est qu'un lab. Le logging synchronous, c'est pour faire de telle sorte que les messages s'affichent en ordre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'interruption. Lorsque nous allons passer à la ligne de commande, je vais expliciter ce que cela veut dire. Le login local, c'est simplement pour dire que nous allons utiliser le username et le secret configuré sur le switch. Le line VTY, c'est pour l'accès à distance. Les paramètres sont à peu près les mêmes, mais ici, c'est pour le line VTY. Login local, c'est toujours pour utiliser c'est pour permettre à l'utilisateur définir localement d'accéder au switch. Nous avons le line VTY 5 à 15, transport input none, ça veut dire que ces lignes ne seront pas utilisées. Nous avons enable secret pour faire de telle sorte que le mot de passe pour passer au mode privilégié soit crypté, et nous avons le enable password qui est un mot de passe qui permet d'accéder au mode privilégié également, mais ce mot de passe est visible. Alors, lorsque vous avez deux enable, le enable secret et le enable password, Cisco va utiliser le enable secret. Mais nous mettons les deux juste pour notre étude. Nous avons le banner MOTD, Message of the Day. C'est simplement le message qui s'affiche lorsque les gens accèdent à l'équipement. Donc, c'est un message qui va s'afficher. Généralement, c'est un avertissement qui dit, voilà, vous accédez aux équipements de la société AT&T. Si vous n'êtes pas employé, merci d'arrêter. Si vous accédez à cet équipement sans autorisation, vous serez passible de poursuite, blablabla. Si vous voulez contacter notre service, appelez tel numéro. Après, nous avons le IP domain lookup, le IP domain name, le nom de domaine, c'est cits.com, et le serveur DNS, c'est le 888. Nous avons le logging, donc pour le syslog. Nous allons expliquer ce que cela veut dire. Le serveur syslog est au 888 et ici nous allons turn on le service syslog. Nous avons IPSSH, nous allons utiliser la version 2 et nous allons
générer la clé RSA avec cette commande. Alors, ça c'est la configuration de base que nous devons appliquer sur tous les équipements. La configuration de base que nous allons configurer sur tous les équipements. Sans plus tarder, ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est de modifier le nom de l'équipement. Donc, la configuration est là en intégralité. Ce que je vais faire, c'est juste, par exemple, pour le Access 1, je vais modifier le nom. Je vais mettre ici Access 1. Donc, je prends ceci. Je vais partir switch par switch. Je vais commencer par le Access 1. Et donc, je vais fermer ceci et nous allons commencer avec la configuration. Donc, cette méthode nous permet de configurer facilement. Donc, si je mets ici, vous voyez que toute ma configuration passe et je peux, j'ai tout ce qu'il faut. Je n'ai pas eu l'opportunité de choisir. Si je reviens ici, par exemple, je peux choisir la taille de la clé. Vu que cette commande a été déjà acceptée, on me demande si je veux remplacer la clé qui a été configurée. Je dis oui. Et on me demande de choisir la taille de la clé. Et si vous lisez ici, on nous précise que la taille de la clé est entre 360 et 4096. Et je pense que pour SSH2, ça doit être à partir de 1024. Bref, nous allons prendre une clé de 1024. Et donc, SSH2 a été activé. Alors, ça, c'est nous venons de finir. C'est la raison pour laquelle nous avons une configuration comme ça, pour ne pas ressaisir sur chaque équipement. Ce que je recommande, c'est de comprendre chaque commande, de comprendre l'impact de chaque commande, en fait, le rôle de chaque commande. Et une fois que vous avez compris, vous pouvez faire des copier-coller sur tous vos équipements. Donc, pour ne pas perdre le temps. Donc, et pour un début, vous pouvez saisir sur quelques équipements. Cela n'est pas grave, mais après, vous devez vous habituer à... en fait, vous devez... C'est à votre choix. Vous pouvez faire du copier-coller tel que je le fais, ou bien encore saisir. Mais je le fais pour être rapide. Un autre élément à préciser est que cela peut être exécuté sur Packet Tracer. Je le fais avec GNS3 simplement parce que mon Packet Tracer est de plus en plus long ces temps-ci. Voilà pourquoi je le fais avec GNS3. Vous pouvez le faire avec Packet Tracer. Vous allez juste remplacer le G par le F. Donc les interfaces, vous allez prendre les F et non les G. Bon, la structure des interfaces de Packet Tracer est différente, mais allez pas à pas, vous allez juste adapter. Prendre des interfaces, par exemple F, je pense que c'est 0, 1, F, 0, 2, ainsi de suite. Vous modifiez la structure des interfaces. Donc je vais appliquer ici. Ok, là ça me donne la chance de saisir et de choisir la taille de la clé. SSH2. Donc ici, vous voyez, c'est cette rapidité que j'étais en train de chercher. Nous venons de configurer deux switches. Je vais revenir ici. C'est le Access 3 maintenant. Je vais ouvrir. C'est la raison pour laquelle nous avons cette configuration. C'est pour faciliter la configuration. Donc là, nous sommes au Access 3. Ok. Une dernière commande que je n'ai pas pris ici. Copie. Alors, ouais. Ici, on nous dit, please create RSA keys to enable SSH. Donc, pour activer SSH, nous avons des éléments qui doivent être configurés dans un équipement. Alors, ces éléments sont le nom de l'équipement, le hostname. La deuxième chose, c'est que nous devons configurer le nom de domaine. Et nous devons configurer la clé. La version, nous pouvons laisser la version 1. Ça va fonctionner correctement. Alors, nous allons exécuter la commande CryptoKit generate RSA ici. 1024. SSH2. Alors, nous allons ouvrir le Access 4. J'avais écrit Access 5, mais c'est Access 4. Je vais modifier.
Access 4. Avant de configurer quoi que ce soit ici, je vais partir en mode configurer, en mode privilégié pour faire la vérification. Si vous faites show IP SSH, je pense, point d'interrogation, il n'y a plus rien. Vous voyez que c'est ce que nous avons ici. SSH disabled. SSH n'est pas activé. La version, c'est 1.99, mais ce n'est pas activé. Please create RSA keys to enable SSH and of at least 768 bits for SSH version 2. Donc pour SSH version 2, la clé doit avoir une taille qui à partir de 768. Au-dessous, c'est SSH version 1. Alors ici, nous avons quelques informations qui ne sont pas vraiment importantes. Donc ici, c'est un peu le type d'authentification et ainsi de suite. iOS key, SSH, ok. Bref, ça c'est le plus important. Si nous faisons également show line, point d'interrogation, summary, show line summary, je vais rappeler cette commande. Show line summary. Nous n'avons pas grand chose ici. Show line. Ok. Si nous faisons show line, vous remarquez que nous avons la ligne 0. C'est pour l'accès via console. CTY console. Ok. C c'est pour console. Donc c'est le cas où nous voulons accéder à l'équipement en nous connectant via un console cable sur le console port de l'équipement. Donc ça c'est la ligne console. Et nous avons la ligne auxiliaire et nous avons les lignes virtuelles. Les lignes virtuelles, c'est pour l'accès à distance. Alors, nous allons revenir ici et nous allons, pour les lignes virtuelles, ce que vous voyez, nous avons deux parties. Nous avons les lignes VTY 0 à 4. Quand on active 0 à 4, ce sont 5 lignes que nous sommes en train d'activer. Cela veut dire que 5 agents, 5 administrateurs réseau peuvent accéder à l'équipement au même moment. Donc, transport input all, ça veut dire que nous pouvons accéder à l'équipement en utilisant SSH ou encore Telnet. Pour des raisons de sécurité, il est mieux d'accéder aux équipements avec SSH parce que les messages qui seront transmis pendant la session seront cryptés. Donc, les lignes virtuelles 5 à 15 n'accepteront pas d'accès. En fait, les lignes virtuelles 5 à 15 transport input none. Ça veut dire que nous ne pourrons pas accéder aux équipements au travers de ces lignes parce que aucun aucun protocole de transport. Lorsque nous parlons lorsque nous parlons de protocole de transport, c'est simplement Telnet ou SSH parce que ce sont des protocoles qui permettent d'accéder aux équipements. Donc, je vais prendre cette configuration en modifiant bien sûr sur le nom de l'équipement, c'est Access 4. Je vais prendre ceci, je vais venir dans le switch Access et je vais appliquer cette configuration. Ok, 1024. Alors, nous allons maintenant activer, nous allons repartir pour faire encore la vérification. Faire show IP SSH. Tel que vous le voyez, nous avons maintenant la version 2 qui est activée. Et il y a maintenant une clé que nous voyons ici. Donc, vous remarquez que c'est tel que je le disais. Le switch, l'équipement prend le hostname, l'associe au nom de domaine. Et donc là, nous avons la clé SSH. Donc, nous avons fini avec les switches access. Nous allons passer au switch de distribution. Je vais revenir ici. Je vais modifier le nom. Distribution 1. Je vais venir ici. Je vais configurer. Ok, je vais rappeler. Yes. 1024. Nous allons passer au switch distribution 2.
Lorsque nous allons avancer, nous allons expliquer d'un point de vue technique le rôle de chaque routeur, de chaque switch, excusez. « 1024 ». Donc nous allons finir avec les switches, nous allons passer au routeur. Donc ici nous sommes en train de travailler principalement sur un réseau local. Donc le réseau local, c'est un réseau entreprise qui a 2 switches distribution, 4 switch access et les équipements qui sont connectés au switch access. Une fois que le trafic arrive au routeur internet, le routeur internet transmet les paquets à l'internet. Nous ne voulons pas compliquer le côté internet, c'est un seul routeur qui va représenter l'internet. L'objectif est de comprendre comment est-ce qu'un réseau local fonctionne et puis après, si nous avons la chance, nous allons activer le service DHCP ici et peut-être aussi le service DNS, voir comment est-ce que pour simuler comment est-ce que les utilisateurs dans le réseau local vont accéder à un serveur, et nous aurons peut-être aussi un administrateur réseau ici qui va accéder à ces équipements, et ça ce sera à la fin de notre lab après avoir examiné les protocoles. Donc je vais venir ici au niveau du routeur internet 1 et je vais modifier la configuration, donc ce sera internet 1. Donc routeur internet 1. La configuration de base c'est la même, elle va s'appliquer de la même façon que ce soit au routeur ou encore au switch. Internet 2. Je vais venir ici, je vais modifier Internet 2. Alors, maintenant que nous avons notre configuration de base exécutée, nous allons maintenant passer à la configuration des Ether Channel et des trunks. La raison pour laquelle nous voulons d'abord configurer les Ether Channel et les trunks, c'est parce que plusieurs protocoles en fait. Nous avons principalement STP et VTP qui dépendent des trunks. Pour que VTP puisse propager les messages dans un réseau, donc communiquer les VLAN, il faut qu'il y ait des trunks entre les switches. Pour que STP puisse créer plusieurs instances pour chaque VLAN, une instance pour chaque VLAN, il faut qu'il y ait des trunks. Donc nous allons partir pas à pas pour illustrer cela. Alors pour le Ether Channel, alors nous allons d'abord configurer les trunks pour voir qu'est-ce qui est différent lorsque nous avons STP avec des interfaces physiques et lorsque nous avons STP avec des Ether Channel. Alors ce que nous allons faire, nous allons activer des trunks. Pour faciliter cela, nous allons exécuter. Nous allons faire la vérification au niveau des switches distribution. Donc je viens au niveau des switches distribution. Je vais faire show interface trunk. Tel que vous le remarquez, nous n'avons pas de trunk. Je vais faire do show interface trunk. Nous n'avons pas de trunk. Nous n'avons pas de trunk. Et si nous faisons, je prends l'exemple d'un port, par exemple le G10, ok, show interface gigabyte G1, excusez, G10, ok, je voulais plutôt vérifier switch port. Ici, nous avons cette commande nous permet de voir les paramètres de la deuxième couche de ce port. Le nom du port, switch port est activé, ça veut dire que le port fonctionne comme un port de la deuxième couche. Le mode actuel c'est Dynamic Auto. Dynamic Auto et le Operational Mode c'est Static Access. Alors ici, pour rappeler les modes pour ce qui concerne le trunking, nous avons le Auto et le Desirable.
Ce sont les combinaisons que nous mettons qui permettent de créer le trunk. Par défaut, ce switch fonctionne avec le mode Dynamic Auto. Lorsque nous avons Dynamic Auto des deux côtés, le trunk ne peut pas se former. Donc, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que sur toutes les connexions entre les switches, des deux côtés, il y a le Dynamic Auto. Donc, je vais mettre Dynamic Auto, DA. DA d'un côté, DA de l'autre. Et cela, c'est sur toutes les connexions. Lorsque nous avons DA, le DA, c'est le Administrative Mode, c'est-à-dire le mode qui est configuré sur chaque switch et sur toutes les connexions. Le Administrative Mode, c'est le résultat. Donc, lorsque nous avons Dynamic Auto de l'autre, Dynamic Auto, c'est le Administrative Mode. Lorsque nous avons le Dynamic Auto des deux côtés, le résultat, c'est Operational Mode. Le Operational Mode, c'est le résultat. Et le résultat, c'est Static Access. Donc, ces ports fonctionnent comme des access pour la simple raison que des deux côtés, nous avons Dynamic Auto. Les modes qui permettent de créer le trunk. Alors, si vous avez Dynamic Auto, je vais mettre ici. OK? Dynamic Auto d'un côté, Dynamic Auto de l'autre. Le résultat, c'est Access. Nous avons vu. Nous le voyons. Lorsque vous avez Dynamic Desirable, OK, d'un côté, et de l'autre côté, vous avez Dynamic Auto, le trunk va se former. Trunk. Le résultat, c'est trunk. Lorsque vous avez Dynamic Desirable d'un côté, et de l'autre côté aussi, vous avez Dynamic Desirable, le trunk aussi va se former. Ça, c'est les modes. OK? Donc, ça, c'est les modes de DTP. Dynamic Trunking Protocol. Alors, peut-être que vous avez oublié ce que c'est qu'un trunk. Un trunk, c'est un port qui permet de faire passer le trafic de plusieurs VLAN. Et sur notre topologie, nous avons principalement 5 VLAN. Nous avons 3 VLAN pour les data, le VLAN 10, le VLAN 20, le VLAN 30. Nous avons un VLAN pour le NAT qui est le native, qui permettra de transporter les frames qui n'ont pas de tag. Et nous avons le VLAN 100 qui sera le VLAN de l'accès à distance, le management. Donc, le trunk, c'est un port qui peut faire passer le trafic de plusieurs VLAN. Alors, ça, ce sont les modes de DTP qui permettent de former le trunk. Lorsque vous faites la combinaison Dynamic Desirable et Dynamic Auto. Alors là, c'est lorsque vous mettez, mais vous pouvez aussi mettre la commande Switch Port Mode Trunk pour que le port soit inconditionnellement trunk. Là, ce sont les modes. Maintenant, il y a aussi le protocole de l'encapsulation qui est il faut faire la différence entre le protocole de l'encapsulation et les modes. Le protocole de l'encapsulation, c'est le protocole qui va encapsuler les frames. Est-ce que ce sera 802.1q qui est un protocole de l'IEEE ou encore ce sera ASL Inter Switch Link qui est un protocole proprietary de Cisco. Sans plus tarder, ce que nous allons faire, nous allons partir dans le switch 1. Nous allons configurer ces ports en une seule fois pour nous faciliter la tâche. Parce que si nous activons la commande Dynamic Desirable de ce côté, tous ces câbles, 4 câbles ici, 2 câbles seront des trunks, ok? Seront des trunks. Et après, nous allons aussi le faire de ce côté pour activer les trunks. On va aussi faire de ce côté pour activer les trunks. Puis après, nous allons venir ici. Donc, ça, c'est pour nous permettre d'activer le trunking facilement, pour ne pas partir switch par switch. Nous allons partir avec cette méthode où nous aurons Dynamic Desirable d'un côté et Dynamic Auto de l'autre. Maintenant, il faut
Alors, nous allons avancer, nous allons le faire. Nous n'avons plus besoin de cette configuration. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défiler pour commencer avec ce que nous allons maintenant faire. Donc, nous allons configurer les ports en une seule commande avec la commande interface range. Range, c'est pour choisir, configurer plusieurs ports au même moment. Nous allons range, par exemple, G1, 0 à 3. Ok, il est possible de configurer ce range si nous venons par exemple dans le switch distribution 1. Ok, distribution 1, configure terminal, excusez, apparemment j'avais copié autre chose. Donc si je prends interface range G1 0 à 3, cela nous permet de configurer cette partie. Donc avec cette commande interface range G01 à 03, nous allons configurer ces ports. Ok, donc nous allons prendre cette configuration pour accéder au mode de configuration de ces 4 ports. Il est aussi possible d'ajouter, donc nous pouvons venir ici, nous pouvons ajouter, nous mettons une virgule pour configurer ces 4 ports supplémentaires. Donc nous allons ajouter G2 barre 0 à 3. En mettant une virgule, nous pouvons ajouter en nous venant ajouter le G2 0 à 3, nous pouvons aussi ajouter le G3 0 à 1. Donc, je vais ajouter G3 barre 0 à 1 et enfin le G0 1 et 2. Donc virgule G0 barre 1 et 2. Donc ça c'est une commande qui nous permet d'accéder sur toutes ces interfaces et appliquer la configuration. Et ce que nous voulons appliquer ici, c'est simplement switch port mode dynamic desirable. Nous appliquons cette commande. Remarquez que nous avons précédemment vérifié show interface trunk, il n'y avait pas de trunk. Nous allons maintenant vérifier do show interface trunk. Remarquez que nous avons maintenant le trunking. Le trunking a été activé sur toutes ces interfaces et pour l'instant, on nous dit le mode c'est desirable, l'encapsulation c'est ASL, le statut trunking et le native VLAN c'est le 1. Ici, nous avons les VLAN qui sont autorisés sur le trunk. Pour l'instant, nous n'avons que le VLAN 1, c'est le VLAN par défaut. Il y a certains ports qui sont bloqués. Ça, c'est le travail de STP. Donc, au travers de cette commande, nous venons d'activer le trunking sur toutes ces connexions. Maintenant, au niveau du switch 2, il n'y a que ces deux connexions qui sont en train de faire le trunking. Donc, nous pouvons le valider. Pourquoi? Parce que en mettant ce côté dynamic desirable, ce côté est dynamic auto, nous avons activé le trunking. Mais les autres ports sont toujours auto, parce que nous n'avons rien changé ici. Nous allons vérifier cela au niveau du deuxième switch. Si nous venons ici, nous faisons show interface trunk. Remarquez, effectivement, nous avons deux interfaces qui sont en train de trunk. Donc, ce sont les G01 et 2. Le mode, c'est auto parce que ici, nous n'avons rien modifié. L'encapsulation, c'est ASL. Le statut, c'est trunking. Ce que nous allons faire, nous allons activer le trunking sur ces connexions. Alors, nous allons ajouter G1 0 à 3. Nous allons ajouter le G2 0 à 3 et également le G3 0 et 1. Donc, pour activer le trunking sur ces connexions. Allons prendre ceci. Ça va venir copie. Configure terminal. Nous appliquons switch port mode
Dynamic Desirable. Si nous faisons encore la vérification du Show Interface Trunk, remarquez que le trunking est maintenant activé. Maintenant, vous remarquez la différence. Les deux ports qui font face au switch distribution 1 sont avec le mode auto et les autres ports sont avec le mode desirable parce que nous y avons mis la commande desirable. Nous avons l'encapsulation ASL. Je vous avertis qu'avec les switches de GNS3, ASL a des problèmes parce que je pense que le ping ne passe pas. J'ai déjà essayé plusieurs fois, le ping ne passe jamais. Donc nous allons changer l'encapsulation, nous allons mettre l'encapsulation A22.1Q. Donc pour le faire, nous allons rester sous les mêmes interfaces. Nous allons acheter la commande switch port trunk encapsulation .1Q. Avant de le faire, je vais repartir et je vais d'abord faire une validation. Ok, je vais d'abord faire une vérification. Je vais faire show interface gigabyte G01. Excusez, interface gig G, excusez, gigabyte 01 switch port. Ok. Alors, remarquez que avant, je ne sais pas si c'était le même port que j'avais vérifié. C'était au niveau de ce switch. Ok. C'était le G01 que j'avais vérifié, G10 que j'avais vérifié ici. Il était Dynamic Auto. Donc nous allons vérifier la même commande, le même port pour des raisons pour faire le parallélisme des formes. Donc nous revérifions le même port. Remarquez qu'il est maintenant Dynamic Desirable parce que nous y avons mis la commande Dynamic Desirable. Ok, nous avons configuré ici Dynamic Desirable. Donc le mode a maintenant changé, c'est maintenant Dynamic Desirable. Le Operational Mode est maintenant Trunk. Ok, et on nous dit l'encapsulation c'est ASL. Ce que nous voulons faire, c'est de Negotiation of Trunking On. Alors, là aussi, c'est un élément. Si vous voulez turn off la négociation du trunking, vous avez deux options. Vous pouvez appliquer la commande switch port non negotiate. Ok. Nous allons d'abord avancer. Nous allons modifier le protocole de l'encapsulation. Je vais rappeler les mêmes commandes pour partir sur les interfaces. Nous allons faire switch port trunk encapsulation.1Q. Nous avons fait cela. Si je rappelle la même commande pour vérifier cette interface, do show interface gigabyte 0 en switch port, on a remarqué que l'encapsulation c'est maintenant .1Q parce que nous avons modifié. Ok. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que ici nous avons appliqué les commandes au niveau je suis dans le switch distribution 2. Donc le G10, je vais comparer le G10 du switch distribution et le G10 du port auquel il est connecté. Le G10 c'est ici, okay, avec le switch 3. Donc nous allons partir dans le access 3. Allons faire, je vais mettre do, je vais faire end show interface gig 10. Ok, je voulais ajouter switch port. Nous allons comparer. Alors pour le faire, je vais copier ce que nous avons du côté access. Je vais effacer tout ceci. Ce qui est au côté access 3. Et nous allons revenir au suite de distribution. Et nous allons comparer. Distribution 2. Et nous avons tous les deux ports devant nous. Du côté du switch distribution, nous avons mis la configuration. On nous dit le mode Dynamic Desirable.
Ici, c'est dynamic auto, parce qu'ici, nous n'avons rien modifié. Le résultat, c'est trunk, et on nous dit que ici également, c'est trunk. Ici, nous avons modifié l'encapsulation. OK, administrative trunk encapsulation .1q parce que nous avons configuré la commande switch port trunk encapsulation .1q. Ici, on nous dit administrative trunking encapsulation negotiate. Ici, il négocie. Ici, nous n'avons pas configuré, nous n'avons pas changé. L'encapsulation qui fonctionne, operational trunking encapsulation .1q. Ici, nous avons configuré l'encapsulation. Negotiation of trunking on. Ici, là, le negotiation of trunking est également on. Nous pouvons turn off le negotiation of trunking si nous partons sous l'interface interface G10. Nous mettons switch port non negotiate. On nous dit il y a le dynamic. Alors, si nous voulons que le switch ne puisse pas négocier le trunking, je pense qu'il faut d'abord mettre le switch port mode trunk. C'est possible. Nous pouvons faire, pour le faire, nous allons d'abord faire switch port trunk encapsulation .1q. Okay. Il y a déjà cette commande, mais nous allons appliquer la commande switch port mode trunk. Okay. Si nous mettons switch port mode trunk, nous avons fait que le port puisse être en mode trunking de façon inconditionnelle. Et si nous rappelons non negotiate, la commande est acceptée. Si je fais maintenant, je rappelle le même port, ok, 1.0, remarquez que negotiation of trunking off, ok, parce que nous avons appliqué cette commande, le switch ne va plus négocier le trunking. Nous avons configuré qu'il soit en mode trunk inconditionnellement. Alors, si nous revenons ici, nous faisons do show interface trunk. Remarquez que nous avons ici là le trunk est on parce que nous avons mis la commande switch port mode trunk. Sur les autres ports, c'est desirable. Ici là, nous avons le mode auto. Alors, pour éviter des problèmes, parce que lorsque nous allons arriver au niveau des Ether channels, la configuration doit être identique. La configuration doit être identique. Je voulais juste illustrer cela pour ne pas avoir des problèmes avec les Ether channels. Je vais faire de telle sorte que les ports puissent avoir la même configuration. Donc, je vais revenir sur le G10. Je vais enlever la commande, cette commande, et je vais mettre switch port mode dynamic desirable. Do show interface trunk. Je pense que tout est maintenant en ordre. Alors, ici, je pense que nous avons au niveau de distribution 1 show interface trunk. Ici, nous n'avons pas encore changé l'encapsulation. Nous allons changer l'encapsulation. Donc, nous allons repartir au mode de configuration globale. Et sous les interfaces, nous allons appliquer la commande switch port trunk encapsulation.1q. Alors là, nous avons le trunking. Il reste à activer le trunking entre les access switch. Et pour le faire, nous allons suivre la même logique. Nous allons partir dans le access 1. Ok. Si nous faisons do show interface trunk, les ports qui sont en train de trunk, ce sont les 4 ports qui vont vers le switch distribution 1. Nous allons partir au mode de configuration interface range. C'est le G3 de, excusez, barre de 2 à 3. Nous allons faire switch port mode dynamic desirable. Nous allons faire la même chose du côté du switch 3. Donc ici, nous allons activer le trunking ici. Si nous faisons encore do show interface trunk, remarquez qu'il y a maintenant 6 ports qui sont en train de trunk. Et pour éviter les problèmes, nous allons également mettre le protocole .1q. Switch port trunk encapsulation.1q. Donc, encore, il faut rappeler, il y a la commande que vous mettez d'un côté qui peut activer le trunking. Ok, par exemple, ici, là, pour le switch access 1,
ces ports sont en train de trunk parce que la commande desirable est configurée de ce côté. Et ces ports sont en train de trunk parce que la commande desirable est configurée de ce côté. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention avec, et vous pouvez aussi modifier l'encapsulation. Si je rappelle de show interface trunk, vous remarquez que tous les ports sont maintenant en train de trunk. Ok, mais attention, ici encore je rappelle, le N devant etoto.1q, ça veut dire que le switch access 1 a négocié, a accepté d'être en trunking. Alors qu'ici vous voyez qu'il y a le etoto.1q sans le préfixe N, ça veut dire que c'est la commande switchport encapsulation.1q est configurée du côté de ce switch. Donc ce sont un peu les différences qu'il faut faire lorsqu'il s'agit de l'encapsulation. Allons partir au niveau du switch 3. Allons faire la même chose. Si nous vérifions d'abord show interface trunk, les ports qui sont en train de trunk pour l'instant, vu que nous sommes au niveau du switch access 3, ce sont ces ports et ces ports. Donc il y en a 1, 2 et les 4 ici, ça fait 6 et nous avons 6 ici. Là. Tous les ports sont en mode auto parce que les commandes desirable sont de ce côté. Dynamic desirable et dynamic desirable ici. Il est en train de négocier le protocole etoto.1q simplement parce que la commande switchport switchport trunk encapsulation.1q est de ce côté. Et également de ce côté. Donc, lui, il est en mode auto. Nous allons maintenant configurer le trunking sur cette connexion. Nous allons repartir dans le switch, configure terminal, interface range, G3 barre 2 à 3. Ça va faire switchport mode dynamic desirable switchport trunk encapsulation.1q. Alors là, nous venons d'activer le trunk et tous les liens entre les switches sont maintenant entre le trunk. Il y a maintenant le trunking. Alors, avant de faire les Ether channels, nous allons d'abord créer les VLAN et nous allons faire des vérifications de STP. Parce que c'est très important de vérifier STP, comment STP fonctionne avant les Ether channels. Mais avant de le faire, bien sûr que nous allons créer nos VLAN en utilisant le protocole VTP. VLAN Trunking Protocol, le protocole qui nous permet de configurer les VLAN dans un switch et qu'ils se propagent dans notre domaine. Alors pour le faire, nous allons d'abord vérifier. Nous allons prendre notre distribution, suite distribution comme un point de référence. Si nous faisons du show VTP status, remarquez que nous avons ici les versions qui sont possibles de 1 à 3. La version qui est en cours, c'est le 1. Le domaine name, il n'y a pas de domaine. Pruning mode disabled. Traps generation disabled. Device ID, ça c'est le MAC, je pense, le MAC de base de switch. Ici, nous n'avons rien. Le mode, c'est server. Par défaut, tous les switches sont en mode server. Le maximum de VLAN supporté pour le VTP version 1, c'est 1005. Et nous avons le nombre de VLAN existants, c'est 5. Le nombre de VLAN existants pour l'instant, ce sont les VLAN par défaut, parce que si vous faites do show VLAN brief, nous avons 5 VLAN par défaut. Donc ce sont ces VLAN qui sont considérés comme VLAN existants. Alors, la configuration de VTP est très simple. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire que les switch access soient des VTP client et que les switch distribution soient des VTP server. La différence est que les modifications de tout ce qui concerne les VTP ne doit se faire qu'au niveau des VTP server. Alors, première chose que nous allons faire, nous allons d'abord configurer le domaine. Ok.
Je vais aussi vérifier au niveau du switch 1. Si je vais au niveau du switch 1, je ferai do show VTP status. Remarquez que nous avons à peu près les mêmes informations. Il n'y a pas de nom de domaine. Donc, nous allons configurer le nom de domaine au niveau du distribution 1. Switch distribution 1, tel que vous le remarquez. Nous allons venir ici, VTP domaine CITS. Donc, le switch nous dit changing VTP domain name from null to CITS. Si nous revenons au niveau du switch access, remarquez qu'il y a des logs. Ok, on nous dit VTP protocol user notification MD5 digest checks a mismatch on receipt of equal revision summary on trunk. Après avoir configuré le nom de domaine au niveau du switch distribution 1, les switches ont reçu des logs, ont affiché des logs qui parlent d'une inconsistance de la clé MD5, MD digest checks a mismatch. Si nous venons, nous voyons que le nom de domaine a été propagé, mais il y a une inconsistance au niveau de la clé MD5. Au niveau du switch 2, c'est la même chose. Le nom de domaine a été propagé. Il y a une inconsistance. Remarquez que tous les switches se considèrent comme serveurs pour l'instant. Ce qui est vrai, c'est que si nous partons au niveau de tous les switches, do show VTP status, ils ont intégré le domaine, mais il y a une inconsistance de la clé MD5. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons modifier, les switch access seront en VTP client et les switch distribution seront VTP server, mais le mot de passe doit être identique. Alors, ça, c'est un élément très important. Le nom de domaine peut se propager lorsque nous le configurons dans l'un des switches. On pouvait configurer le nom de domaine dans ce switch access 1, il se propagerait. Mais le mot de passe ne peut pas se propager parce que le mot de passe est une clé. C'est la clé qui permet à chaque switch de dire ok, je connais la clé du domaine VTP et donc donnez-moi accès. C'est une illustration que je fais. Donc nous allons dire VTP password, on va dire CITS key. Ok, donc le mot de passe doit être identique au niveau de tous les switches. Donc je vais prendre ceci et comme eux ils seront client, je vais mettre VTP mode client. Ok, donc je vais appliquer cette configuration au niveau des access. Je vais venir ici, prendre ceci au niveau de tous les access switch. Nous avons modifié le mot de passe et nous avons aussi fait que ce switch access en soit client. On va faire la même chose au niveau du switch access 2. Nous avons modifié le mot de passe et nous avons modifié qu'il soit VTP client. On va faire la même chose ici et au niveau du access 4 également. Mode de configuration globale, nous appliquons cette configuration. Donc, les VTP, les switches access sont maintenant clients et ont déjà le mot de passe. Les switches distribution, nous n'allons pas modifier le mode, nous allons simplement modifier, nous allons juste configurer le mot de passe, la clé. Nous revenons ici, VTP password, CITS key, switch distribution. Je vais faire ceci, VTP password, CITS key. Alors, maintenant que tous les équipements ont la même clé, le même mot de passe, nous allons revérifier ici. Do show VTP status. Pour l'instant, il y a encore cette inconsistance. Je pense que ça prend un peu de temps. Nous allons revérifier le temps que ça puisse se propager dans notre VTP domaine. C'est toujours là. Je pense que ça va se synchroniser. Alors, maintenant que nous avons configuré VTP, nous allons, par exemple, si vous venez au niveau de ce switch client, si vous voulez configurer un VLAN 10, le switch va dire que vous ne pouvez pas configurer
un vilain dans ce switch parce qu'il est VTP client. Alors, pour repartir un peu dans les détails, dans les bases de VTP, VTP, Villain Trunking Protocol, c'est un protocole qui permet de configurer les vilains dans un switch qui est serveur, qui joue le rôle de serveur, et ces vilains vont se propager dans le domaine. Alors, la condition, tous les switches doivent être dans le même domaine. Voilà pourquoi nous les avons mis dans le domaine CITS. La deuxième condition est qu'il doit y avoir des trunks entre les switches pour que cela soit possible. Alors, il y a des rôles. Il y a le VTP server. Le VTP server, c'est un switch dans lequel, le switch qui est VTP server, c'est le switch dans lequel nous pouvons configurer, modifier les vilains. Donc, nous pouvons configurer et modifier les vilains. Le switch qui est VTP client, nous ne pouvons pas configurer de vilains, nous ne pouvons pas y modifier les vilains. Donc, on centralise la gestion des vilains au niveau des switches qui sont VTP server. Il y a le rôle, il y a le mode transparent. Le mode transparent, ce qu'il permet de faire, c'est simplement dire, ok, moi, je fais partie, je vais faire passer les messages de VTP, mais je n'exécuterai pas les modifications du VTP server. Qu'est-ce que cela veut dire? Supposons que vous faites de ce switch un VTP transparent. D'ailleurs, on va le faire. Ok, on va le faire. On va venir ici. On va venir au switch 2. Ok, nous allons faire VTP mode transparent. Ok, ce switch est transparent. Ce qui va se passer, c'est que lorsque nous allons configurer les vilains au niveau du switch distribution 1, le switch access 1 va hériter de ces vilains. Tous les autres switches vont hériter, mais ce switch ne va pas hériter. Mais il va faire passer les messages de VTP. Il dit, ok, moi je suis transparent, je vais faire passer les messages, mais je ne vais pas synchroniser ma configuration des vilains avec les modifications qui se font au niveau du VTP server. Pour le protocole VTP, un autre élément très important à retenir, c'est le configuration revision. Pour l'instant, vous voyez que c'est 0. Chaque action, chaque configuration, lorsque nous configurons un vilain, nous effaçons un vilain, nous modifions quelque chose concernant un vilain, ce numéro va augmenter et il doit être identique au niveau de tous les switches. C'est en fait un numéro qui permet de valider le statut de VTP. Bien sûr que dans un switch qui est transparent, il ne va pas changer. Si nous revenons ici, ok, configuration revision 0. Nous allons vérifier si les mots de passe sont synchronisés. To show VTP status. Toujours il y a un checksum. Je pense qu'il y a peut-être un problème, mais bon. On va configurer les vilains et puis on va voir. Donc, on va le faire au niveau du distribution 1. On va venir ici. Nous avons besoin des vilains 10, 20, 30, 99 et 100. Donc, nous allons venir ici. Vilain 10. Excusez, 10. Ok. Lorsque vous faites vilain 10, le vilain n'a pas encore été créé. Si nous venons au niveau de ce switch access 1, do show vilain brief. Peut-être en changeant d'écran, ça s'est créé. Ok, le vilain n'a pas encore été créé. Ok, parce que nous sommes encore dans ce mode. Si je fais exit, ok, exit, je reviens ici. Do show vilain brief, remarquez que le vilain 10 est maintenant créé. Donc, en saisissant vilain 10 et que vous restez dans le contexte du vilain 10, le vilain n'est pas encore, techniquement, il n'est pas encore créé. Donc, rassurez-vous d'appuyer exit, enfin de saisir exit, afin que le vilain soit créé. Autre chose, vous pouvez faire vilain 20, le vilain n'est pas encore créé. Mais si vous créez un autre vilain, ok, nous repartons ici pour vérifier. Vilain, il n'y a que le 10, ok. Si nous créons un deuxième vilain, vilain 30, ok, nous revérifions ici, le vilain 20 est créé. Donc, ça c'est une autre façon de créer. Donc, soit vous faites exit, soit vous créez un deuxième vilain. Il est aussi possible de faire vilain. Nous avons déjà créé le 30. Il est aussi possible de faire vilain 99,100. Ok.
pour créer plusieurs vilains au même moment. Si nous revenons ici, faisons le show villain brief, le 99 et le 100 ne sont pas encore créés parce que nous ne sommes pas encore sortis de ce mode. Si je fais exit, je reviens ici. Ok, 99 et 100 sont créés. Donc ça, ce sont juste des subtilités que nous sommes en train de rappeler. Si nous revenons ici, les autres accès sont hérités. Si nous faisons du show villain brief, le access 4 a également hérité. Il a hérité des villains que nous avons créés au niveau de suite distribution. Le access 3 du show villain brief, le access 3 a également créé les villains. Mais est-ce que le switch access 2 qui est VTP transparent a hérité de ces villains? Si nous faisons, nous allons rappeler simplement le show VTP status. Remarquez que lui, c'est plutôt do show villain brief. Remarquez que lui, il n'a pas créé le villain parce qu'il est transparent. Alors avec lui, il faut faire villain. Nous allons créer les villains ici 10, 20, 30, 99, 100. Les villains ne sont pas encore créés. Si nous faisons exit, ils sont maintenant créés. De show villain brief, effectivement, nous venons de créer. Alors là aussi, c'est un élément. Ce n'est pas parce que nous créons les villains au travers. En fait, le VTP permet simplement de gérer. Donc, créer, modifier les villains. Donc, ça ne veut pas dire qu'un villain qui est créé localement au niveau du switch ne va pas faire passer du trafic. Non, c'est simplement créer les villains. C'est ce que VTP permet de faire. Alors, nous avons maintenant nos villains. Il y a quelque chose que je voulais vérifier quand même. Ok, nous allons le faire à l'inverse. Si nous venons ici, nous faisons do show spanning tree, do show spanning tree, remarquez que nous avons plusieurs instances de villain. Ok, je vais repartir dans le switch distribution, je vais effacer tous les villains. Avant de le faire, nous allons aussi valider quelque chose. Si nous faisons do show VTP status, remarquez que le numéro de revision est en train de changer. Le numéro de revision est à 4 au niveau du switch de access 1. Do show VTP status, le numéro de revision est à 0 parce que ce switch est transparent. Ok, lui ne se synchronise pas aux autres parce que lui il est transparent. Si nous venons ici, do show VTP status, ce switch a synchronisé et son numéro de revision est à 4. Et le number of existing villains a aussi changé à 10 parce que nous avons créé 5 villains et les 5 villains par défaut ça fait 10. Alors ce que je voulais faire c'est de venir ici, c'est d'effacer les villains au niveau de ce switch qui est distribution. Donc nous allons faire no villain 10, 20, 30, 99 et 100. Avant de le faire, je veux rappeler. Excusez, il y a beaucoup de choses à faire. C'est l'objectif de ce lab, c'est voir un peu tous les protocoles, comment est-ce que les protocoles fonctionnent au même moment. On va faire do show spanning tree. Ok. Remarquez que nous avons l'instance du villain 1. Nous avons l'instance du villain 10. Nous avons l'instance du villain 20. Nous avons l'instance du villain 30. Ok. Alors, il est très important de comprendre que, ok, nous n'allons pas effacer les trunks parce que nous sommes avancés. S'il n'y a pas de trunk, vous pouvez avoir plusieurs villains dans chaque switch, mais il n'y aura pas la possibilité d'avoir plusieurs instances de villains. Donc, s'il n'y a pas de trunk, il n'y aura pas la possibilité d'avoir plusieurs instances de villains. Je peux, ce sera un peu difficile de l'illustrer, mais nous sommes déjà avancés. Notez simplement que l'une des conditions pour avoir plusieurs instances de STP, c'est le trunking, parce que PVST+ a été
créé pour supporter le trunking de A22.1Q et afin qu'il y ait aussi plusieurs instances. Bon. Cela a été déjà possible avec PVST parce que PVST supportait ASL, Inter-Switch Link, mais PVST+, c'est pour le support de A22.1Q. Nous n'allons pas reculer. Ok, je pense qu'on va avancer nous n'avons pas eu la chance de le faire avant, mais le principe est là. Si vous n'avez pas de trunking entre les switches, il n'y aura pas plusieurs instances de STP. Alors, pour avancer maintenant, nous avons maintenant créé nos VLAN. Ils se sont propagés. Nous l'avons vérifié dans les access. Le switch distribution, je pense que lui aussi il a hérité du show VLAN brief. Oui, lui aussi il a hérité des VLAN. Donc maintenant que nous avons nos VLAN, nous avons ce qu'il faut. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de vérifier spanning tree avant de configurer les Ether channels. Si nous venons ici, nous sommes en train de vérifier spanning tree ici. Remarquez que lorsqu'il n'y a pas de Ether channel, au niveau de ce access, ok, nous sommes aussi au niveau du access 1, on nous dit pour le VLAN 1, ok, nous avons tous ces ports. Tous ces ports ne sont pas dans STP. Les ports qui sont dans STP, c'est principalement le G1 0 à 3. Donc G1 0 à 3, ces ports. G1 0 à 3 et le G3 2 à 3. Donc ces ports. Remarquez qu'avec STP, dans ces conditions, pour le switch 1, pour le switch access 1, je vais noter, nous allons noter, remarquez que tous ces ports sont bloqués. Tous ces ports sont bloqués. Et pour ces deux ports, il y a un qui est root et il y a un qui est également bloqué. Je vais simplement mettre B. Ok, ça c'est au niveau du switch access 1. Nous le voyons ici. G1 0 à 3 bloqué. Et ici nous avons un port qui est root et l'autre est bloqué. Ça c'est un élément. Nous avançons, ça c'est pour le VLAN 1. Ok. Si nous avançons, pour le VLAN 10, c'est la même chose. Ok. Pour le VLAN 10, G1 0, les 4 ports sont bloqués. Il y a un qui est root et l'autre est bloqué. Pour le VLAN 20, ce sera la même chose. Les premiers ports sont bloqués, le G32 est root et celui-ci est bloqué. Vérifions cela au niveau du deuxième switch. Show, excusez, do show spanning tree. Remarquez que pour le VLAN 1, alors pour le access 2, nous avons ces ports G2 0 à 3. Donc 2 0 à 3, tous ces ports sont designated forward. Ok, ces ports sont designated forward, et le port 3 et 3.1, donc ces ports ici, il y a un qui est root et il y a un qui est bloqué. Si nous descendons, je pense qu'au niveau des autres VLAN, ce sera la même chose. Ok. 2 jusqu'à 3. Designated forward. Ok. Il y a aussi ce port qui est designated forward au niveau de ce switch. Donc ça, c'est ce qui se passe lorsque nous avons des connexions physiques, parce qu'il y a un port qui est bloqué pour éviter les loops. Maintenant, si nous venons au niveau du access 3, show, do show
spanning tree. Ici, là, ce sera la même chose. C'est le access 3. 1, 0 à 3. Il y a un port qui est root. Ok, parmi ces 4 ports, il y a un qui est root, les autres sont bloqués. Ça, c'est pour le VLAN 1. Pour le VLAN 10, il y a un qui est root, les autres sont bloqués et tous les autres ports qui sont designated fold. Alors, il y a une chose qu'il faut souligner, c'est qu'aucun de ces 3 switches que nous allons vérifier n'est root. Nous allons vérifier au niveau du access 4, du show spanning tree. Ici, là, c'est la même chose. Ok. Ce switch n'est pas root également. Ok. Il a un port qui est root et les autres sont bloqués. Ce qui est sûr, c'est que le root est entre le switch distribution 1 et le switch distribution 2. Du show spanning tree. Le switch distribution 1 n'est pas root, simplement parce que lui aussi, il a des ports qui sont... Il a un port qui est root et il a des ports qui sont bloqués. Donc, c'est le distribution 2 qui est root. Du show spanning tree. Si nous venons ici, remarquez que ce switch dit this is the root. Ok? Et tous ces ports sont designated fold pour tous les VLAN. Pour tous les VLAN, ce switch est designated, ces ports sont designated fold. Donc voilà pourquoi vous êtes en train de remarquer, nous remarquons que les ports qui font face à ce switch sont root. Ok? Nous n'allons pas rappeler les subtilités de spanning tree, mais nous avons simplement fait un constat. Maintenant, quel est l'avantage des Ether channels? L'avantage de Ether channel, c'est simplement que lorsque nous configurons le Ether channel, le spanning tree s'applique sur le Ether channel et non sur les interfaces physiques. L'avantage est que lorsque nous déconnectons un câble physique, s'il n'y a pas de Ether channel, il doit avoir une... il y aurait un événement du point de vue de STP. Si nous déconnectons un câble est shutdown, un port est shutdown, un câble est déconnecté, il y aura un événement du point de vue de STP, il y aura un recalcul des paramètres STP. Alors que lorsque nous avons des Ether channels, les principes de STP s'appliquent sur les ports. Donc, aussi longtemps que le port channel est disponible, il n'y aura pas un recalcul des paramètres de STP. Alors, sans plus tarder, nous allons configurer le Ether channel. Donc, entre le switch 1, distribution 1 et distribution 2, nous allons d'abord laisser ça. Nous allons d'abord faire entre ces connexions. Ici, c'est le mode on. Le mode on, c'est le mode qui fonctionne sur la base de CDP. Donc, pour le configurer, c'est très simple. Ici, c'est le G03. G30 à 1. Donc, nous allons faire ceci. Interface range G30 à 1. Nous allons mettre channel groupe. Nous allons mettre au milieu, nous allons mettre le groupe 13. Donc le groupe 13 c'est entre le switch 1 et le switch 3, et nous aurons le groupe 22 entre le switch distribution 2 au distribution au access 2. Donc distribution 1 à access 3, nous allons mettre channel group 13 et nous allons mettre le mode on. Donc cette commande doit être appliquée des deux côtés du switch. Avant de le faire, nous allons venir dans distribution 1. Nous allons faire du show Ether channel summary. Tel que vous le voyez, nous n'avons encore rien ici. Nous pouvons faire la même vérification au niveau du switch access 3. Si nous venons ici, du show Ether channel summary, il n'y a encore rien. Allons prendre cette configuration, nous allons appliquer au niveau du switch distribution 1.
Ok, remarquez que channel, creating a port channel interface port channel 13. On va faire la même chose au niveau du suite distribution Access 3 plutôt. C'est en train d'être créé. Et si nous rappelons la même commande, do show Ether channel summary, remarquez que nous avons maintenant Ether channel. Et pour la légende, S, on nous dit S majuscule c'est pour layer 2, U c'est pour in use. Ok, P ici à côté de chaque interface qui fait partie de ce groupe, le groupe 13, P c'est pour bundled in port channel, autrement il participe à l'Ether channel. On va faire la même vérification ici. Excusez. Do show Ether channel summary. Ici c'est la même chose. Nous allons maintenant l'appliquer entre le switch distribution 2 et access 2. Nous allons simplement modifier ici. Les ports ce sont les mêmes, mais tel que nous l'avons prévu, le groupe c'est le 22. Nous allons prendre ceci. Nous allons appliquer du côté du switch distribution 2. Nous venons ici, nous appliquons le Ether channel 2 est en train d'être créé. Nous n'avons pas encore appliqué au niveau du access 2, le switch access 2. Nous allons faire la vérification. Do show Ether channel summary. Remarquez que le port channel 22 est créé. On nous dit P. Mais est-ce que c'est vraiment réel? Rien n'est encore configuré ici. Allons rappeler do show Ether channel summary. Pour l'instant, c'est P, OK. Il n'y a pas de problème. Nous allons partir au niveau du access 2. On a appliqué cette configuration, excusez, c'est plutôt cette configuration que nous voulons appliquer. Donc, je vais venir ici, je vais mettre 22, c'est créé. Donc là, nous venons de créer les Ether channel entre ces connexions. Nous allons maintenant le faire ici. Ici, ce sera LSCP entre le switch distribution 1 et le switch access 1. LSCP, c'est un standard de l'IEEE, Link Aggregation Control Protocol. Donc, nous allons et donc nous allons configurer LSCP entre le distribution 1 et le access 1. Alors pour le faire, nous allons simplement modifier les ports. C'est le G1, ce sera 0 à 3. Je vais revérifier ici. C'était... Si je pense que j'avais fait une erreur au niveau de distribution 1, ça devait être 3, 0 à 1. Ok. Donc je vais effacer. Donc pour effacer ce que vous avez configuré, c'est simplement repartir dans l'interface et mettre no. Juste pour éviter le... je pense qu'ici ce sera la même chose. Je vais effacer au niveau ce que j'avais déjà configuré. C'est ça aussi le problème. Il faut vraiment faire attention parce que si vous ne faites pas attention, vous risquez de configurer cela sur les équipements que vous ne souhaitez pas. Alors, nous allons partir pas à pas. Entre le switch distribution 1 et access 3, c'est le G3, 0 et 1. Donc, G3, 0 à 1 et non G1. Donc, je vais aussi mettre une description pour que cela soit clair. Description. Le 22, c'est entre le distribution 2 à access 2. Donc, je vais mettre description port. Je vais mettre Ether channel distribution 2 vers access 2. Donc, je vais prendre ceci, je vais appliquer au niveau du distribution 2. Nous allons partir un peu pas à pas cette fois-ci et ce sera au niveau du access 2. Access 2, ok.
Et là, ce sera le 13. Ce sera entre le distribution 1. OK. On va modifier distribution 1 et access 3. L'objectif de faire de tels labs, c'est aussi de développer votre attention parce que vous avez vraiment besoin de faire attention. Donc, access 3 est ici. Access 3. Et donc, nous allons maintenant configurer LACP entre le distribution 1 et le access 1. Et là, c'est le G1 0 à 3. Donc, G1 0 à 3. Donc là, nous allons donner le groupe, ce sera le 11, donc de 1 à 1. Et le mode pour LACP, juste un rappel, pour LACP, nous avons principalement le mode active et passive. Le mode active, c'est celui qui entame la négociation de l'Ether Channel. En d'autres termes, pour avoir un Ether Channel, lorsque vous utilisez LACP, il faut avoir soit active d'un côté et le mode actif de l'autre côté, ou encore active d'un côté et le mode passif de l'autre côté. Si vous faites une combinaison de passive, l'Ether Channel ne va pas se former parce que les deux côtés sont timides. C'est comme l'homme timide, j'aime le dire. Par contre, vous devez mettre active ou encore active passive. Maintenant, lorsque vous avancez au niveau du CCNP CCIE, excusez, Cisco peut poser la question dans un sens. Il peut vous dire, configurez le Ether Channel en utilisant le protocole LACP entre le switch Access 1 et le switch Distribution 1 et faites de telle sorte que ce soit le switch Access 1 qui entame la négociation et que le switch Distribution 1 accepte simplement. Ce que Cisco veut vous dire dans ce cas, c'est que vous devez mettre la commande, le mode active du côté du Access 1. Ok, je répète. Cisco peut dire ceci. Configurez Ether Channel entre le switch Access 1 et le switch Distribution 1 et faites de telle sorte que ce soit le switch Access 1 qui entame la négociation de l'Ether Channel. Dans ces conditions, ce que Cisco vous demande, c'est que c'est le mode actif doit être du côté du switch Access 1. Alors, nous allons revenir ici, nous allons le faire. Donc, du côté du switch, nous allons commencer du côté du switch Access 1. Nous allons mettre le mode, c'est active. Les ports sont les bons. C'est distribution à Access 1. On va prendre ceci. On va appliquer du côté du switch 1. OK. Et si nous faisons do show Ether Channel Summary, Ether Channel Summary, remarquez que nous avons pour Channel 11, SD, S c'est pour Layer 2, D majuscule c'est pour Down, ça veut dire que le Ether Channel est Down. Pour l'instant, nous avons un S minuscule sur chaque interface. Cela veut dire que chaque interface est suspended. Simplement parce que le Ether Channel dynamique, parce que lorsqu'on passe à LACP, c'est dynamique, ça veut dire qu'il doit avoir une communication des deux côtés. Nous n'avons pas encore configuré de ce côté, mais nous l'avons déjà fait ici. Pour le mode ON, qui est aussi appelé le mode manuel, c'est un mode qui fonctionne sur la base de CDP. Mais c'est un mode qui est comme, je configure d'un côté, je suis Ether Channel. Le problème est que de l'autre côté, il y a des problèmes avec le mode manuel. Nous n'allons pas partir sur ces détails. Mais pour nous focaliser sur le mode dynamique, il doit y avoir une communication. Les paquets de LACP doivent partir des deux côtés pour négocier les conditions de l'Ether Channel. Donc nous allons partir du côté du switch distribution 1
Et là, ce sera le mode passif. Nous allons partir au niveau de distribution 1. Nous allons appliquer cette configuration. Avant de le faire, si nous faisons do show Ether Channel Summary, remarquez qu'il n'y a que le groupe 13 qui a été configuré entre le distribution 1 et access 3. Et là, c'est P parce que c'est manuel. Si nous mettons maintenant sur cette connexion, nous allons rappeler do show Ether Channel Summary. Remarquez que LSCP a été créé, mais les ports sont suspended pour l'instant. Nous allons voir à un moment donné qu'il négocie, il s'accorde, le Ether Channel est formé. Donc ça prend un peu de temps, le temps que les switches s'échangent les messages, qu'ils s'accordent sur certains paramètres, et on nous dit que Interface Port Channel 11 change status to up. Ok. Là maintenant, si nous rappelons la même commande, remarquez que c'est maintenant SU, ce n'est pas plus SD. Ok. U c'est pour in use et P à côté de chaque port, ça veut dire que bundled in port channel. Le Ether Channel a été formé ici. Nous allons faire la même chose. Ok. Nous allons prendre la même configuration. Vu que c'est la même configuration, nous allons le faire ici. Et puis nous allons repartir sur cette connexion pour PAC-P. Donc ici, là, c'est entre distribution 2. Nous allons simplement modifier ici. Distribution 2 et access 3. Nous allons prendre ceci. Et nous allons, ici, là, ce sera 23. 23. Donc, 2 de access, distribution 2 à access 3. Et du côté du distribution, nous allons mettre passive. OK. Et du côté du access, nous allons mettre active. Je vais prendre ceci. Je mets du côté du switch access 3. Je viens ici. Active. Là, c'est créé entre le switch access 3 et le distribution 2. Nous allons passer sur cette connexion. Pour PAG-P, les modes, c'est auto. Ok, ici c'était LSCP, Link Aggregation, Link Aggregation Control Protocol, LSCP, et ici c'est PAG-P. Ici là, PAG-P c'est un protocole de Cisco. Ok, et les modes c'est auto et desirable. C'est similaire au mode de DTP. En d'autres termes, lorsque nous avons auto d'un côté, auto de l'autre côté, le Ether Channel ne va pas se former. Mais lorsque nous avons je vais ajouter un U pour faire la différence avec le active. Mais lorsque nous avons desirable d'un côté et auto de l'autre, le Ether Channel va se former. Lorsque nous avons desirable des deux côtés, le Ether Channel va également se former. Donc, pour revenir ici, nous avons le G2 0 à 3. Nous allons simplement modifier ici 2, 0 à 3. De 1 à 2, nous allons mettre le groupe c'est 12. Et c'est entre distribution 1 et access 2. Ok. Le mode, ici nous allons mettre auto du côté du switch distribution. Donc distribution 1. On va mettre le mode auto. Et du côté du switch access 2, nous allons mettre desirable. Allons prendre ceci, nous allons partir au niveau du switch access 2. Ok. Donc là, ouais,
Je pense que c'est déjà créé. Nous allons faire do show Ether Channel Summary. Tel que vous le voyez, nous avons le 12 que nous venons de créer et c'est PAGP qui est utilisé. Donc, lorsque vous mettez simplement le mode, le switch va détecter que effectivement c'est PAGP ou LSCP. Donc, pour valider cela, si nous rappelons la commande, cette commande mode, vous mettez le point d'interrogation, on nous dit active LSCP, auto PAGP, desirable PAGP, on Ether Channel Only, passif c'est LSCP. Donc ça, ce sont les modes. C'est avec cette commande que vous pouvez vérifier cela. Allons configurer le Ether Channel entre le switch distribution 2 et Access 4. Donc, ce sera le groupe 24. Les numéros de port, ce sont les mêmes. C'est le distribution 2 à Access 4. Nous prenons ceci. Donc, le desirable sera du côté du switch 4. Et du côté du switch distribution 2, nous aurons auto. Et au côté de distribution 2, j'applique cette configuration. Alors, il reste les connexions entre Access 1 et Access 2 et Access 3 et Access 4 et distribution 1 et distribution 2. Pour ces connexions, nous allons illustrer. Ok. Ici, je vais mettre LSCP et ici, je vais mettre PAGP. Et ici, je vais mettre un layer tree juste pour illustrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, c'est G3 2 à 3. G3 2 à 3. Le mode, nous avons dit, c'est entre le 1 et le 2. Mais attention, nous avons déjà le 12 ici, donc nous allons mettre le 21. Ok, nous n'avons pas encore le 21. Donc, on va mettre le 21. Et c'est entre Access 1 et Access 2. Et nous allons mettre Active. Ok, nous allons prendre un cas où nous aurons Active des deux côtés. Copie donc G3 2 à 3. C'est entre le Access 1, je vais effacer ceci, entre le Access 1 et le Access 2. Et le Access 2. Et entre le Access 3 et le Access 4, ce sera le 34. Donc, on met 34. Ce sera entre le Access 3 et le Access 4. Et ici, nous allons mettre desirable des deux côtés. Desirable. Allons prendre ceci du côté du Access 3. Et ce que nous allons faire, c'est maintenant configurer un Ether Channel de la troisième couche ici. Là. Ce qu'il faut faire, c'est pour la troisième couche, nous avons le G01 à 2, G01 à 2. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre sur les interfaces, nous allons mettre no switch port. No switch port. No switch port, c'est une commande qui fait de telle sorte que le port ne soit plus un port qui est de la deuxième couche. Okay? Et les modes, que ce soit LSCP ou PAGP, les modes, ce sont les mêmes principes. Mais nous allons laisser PAGP. Vu que c'est entre le distribution 1 et le distribution 2, le 12, je pense, a été déjà utilisé. Nous allons simplement mettre 1. Parce qu'on n'a pas encore utilisé le 1. Nous allons mettre distribution 1 à distribution 2. Donc, je vais prendre ceci.
Je vais appliquer dans le distribution 1. Ok, remarquez que nous avons mis la commande no switch port. Ok, on va partir au niveau du switch distribution 2. On va appliquer la même configuration. Ok, j'ai modifié quelque chose sur les mauvaises interfaces. Ok, ouais. Donc j'ai corrigé cela, je pense. Ok, c'était le 24. Donc il faut que je puisse prendre toute cette configuration en intégralité. Si je reviens ici, ok, le G01A2, no switch port, groupe 1, mode desirable. Ok, alors si nous revenons ici, nous faisons do show ether channel summary. Remarquez que nous avons le groupe 1, c'est celui dans lequel nous avons mis la commande no switch port. Le groupe 1 en outil c'est RU, donc c'est R pour layer 3. Ok, U. Et on nous dit c'est PAGP. Donc ce qui fait la différence ici, S c'est pour layer 2, R c'est pour layer 3. Alors nos Ether channels ont été configurés. Ce que nous allons maintenant faire, c'est de venir ici faire quelques vérifications. Si nous allons le faire sur la base des distributions qui ont beaucoup de connexions. Do show Ether channel summary. Remarquez que ici nous en avons 4. 1 entre ces deux connexions. Le 11, je pense que c'est sur cette connexion, c'est LSCP. Le 12, c'est sur cette connexion. Et le 13, c'est sur cette connexion, c'est le mode on. Le mode on, il n'y a rien, c'est juste un tiré. Lorsque vous voyez le mode tiré, c'est le mode on. PAGP, ça va signaler. LSCP, ça va signaler. Ici, c'est le type de Ether channel. SU, c'est pour layer 2. RU, c'est pour layer 3. Ici, ce sont les ports qui sont dans le groupe. Vous avez aussi la possibilité de partir, de voir les détails dans chaque groupe. Show Ether channel. Mettez le point d'interrogation. Port channel, je pense. Ça va vous donner les détails de chaque groupe. Pour le port channel 1, c'est le groupe 1. Le nombre de ports, c'est 2. La durée pendant laquelle le Ether channel a été créé, ça fait 2 minutes. Les ports qui participent, c'est le G01 et G02. Et ici, desirable. Pour le groupe 11, on nous donne également les détails. Cela fait 12 minutes que le Ether channel a été créé. Le nombre de ports, c'est 4. Le protocole, c'est LSCP. Et nous avons ceci, les ports qui font partie de l'Ether channel. Donc ça, c'est une autre vérification que vous pouvez faire. Et maintenant que nous avons les Ether channels, si nous repartons, nous faisons do show interface trunk. Excusez, je suis en mode privilégié, show interface trunk. Remarquez que avant, lorsque nous étions en train de vérifier, le trunking se vérifiait sur les interfaces physiques. Maintenant que nous avons les Ether channels, ce sont maintenant les port channels qui sont en train de trunk. Ok, donc ça c'est déjà un élément. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait déjà des configurations sur ces interfaces physiques, et vu que les configurations étaient identiques, les port channels, les groupes se sont synchronisés pour accepter ces configurations. Si nous faisons show running config, allons vérifier. Je vais arrêter. Si nous remontons ici, remarquez que nous n'avons pas mis des configurations sur ces Ether channels. Nous avons mis simplement channel group. Alors, ces Ether channels ont hérité la configuration des interfaces physiques. C'est la même chose si nous
nous mettons une configuration sur cette interface, les interfaces physiques vont également hériter de ces configurations. Si nous faisons une validation du point de vue de STP, show spanning tree, remarquez que le spanning tree s'applique maintenant sur les port channels. Pour le VLAN 10, si nous descendons, remarquez, il n'y a plus d'interface physique. Il y a maintenant les header channels qui sont considérés dans la topologie de STP. Okay? Donc ça, c'est un élément. Alors, nous allons faire de telle sorte que, un autre élément, pour STP, nous allons faire de telle sorte que le switch 1 soit le root switch des VLAN 10, 20 et 30 et le root secondary des VLAN 99 et 100. Avant de le faire, je vais voir quelque chose concernant les header channels. Si nous faisons show interface port channel 13, pour le port channel 13, je pense que c'est celui entre le switch 1 et le switch access 3, distribution 1 et access 3. Remarquez, si nous venons ici, son bandwidth c'est 2 millions. Ok, vérifions pour le header channel 11, donc entre le distribution 1 et le access 1. Si nous rappelons la même commande, nous changeons 11. Remarquez que le bandwidth c'est 4 millions. Ça veut dire que la bande passante de chaque interface est en fait, on multiplie la bande. En fait, pour faire simple, nous avons, si chaque interface fait 1 million, parce que ce sont des gigabytes, 1 million pour chaque interface. Lorsque nous avons deux interfaces sur un header channel, ça fait 2 millions. Donc la bande passante augmente. Lorsque nous avons 4 ports, ça fait 4 millions. Donc c'est cet aspect que je voulais expliquer, le fait que la bande passante également a amélioré parce que nous avons maintenant un header channel. Donc ça c'est un élément. Maintenant nous allons passer à STP tel que je le disais. Le distribution 1 sera route des VLAN 10, 20, 30 et route secondary des VLAN 99 et 100. Pour le faire, nous allons le faire avec la commande root primary. Pour l'instant, nous savons que le distribution 2 est le root switch. Ok? Et le root switch. Pour le revalider, si nous venons au niveau du distribution 2, du show spanning tree, this is the root pour le VLAN 1. This is the root pour le VLAN 10. This is the root pour le VLAN 20. Et donc, il est route pour tous les VLAN. Alors, ce que nous allons faire, nous allons partir dans le distribution 2, configure terminal. Nous allons faire spanning tree, VLAN 10, root primary. Donc, nous voulons faire que le switch distribution 1 soit route pour le VLAN 10. Et également pour le VLAN 20, excusez, 20, et enfin pour le VLAN 30. Et le switch distribution 1, nous voulons qu'il soit route secondary pour les VLAN 99 et 100. Alors, ce que nous allons faire ceci, VLAN 99, route secondary. Et pour le VLAN 100 également. Du côté du switch distribution 2, ce sera à peu près l'inverse. Spanning tree, VLAN 10, lui sera route secondary pour le VLAN 10. Route secondary. Il sera également secondary pour le VLAN 20. Et enfin, il sera secondary pour le VLAN 30. Par contre, il sera primary pour le VLAN 99. 99, route primary. Et pour le VLAN 100. Donc,
C'est une méthode également de balancer le trafic, parce que le route suite, c'est le point de référence de la topologie du point de vue de STP. Alors, si nous revérifions, do show spanning tree, remarquez que this is the route pour le VLAN 1, nous n'avons rien modifié pour le VLAN 1, mais pour le VLAN 10, il n'est plus route. Okay? Il n'y a plus la mention this is the route. Okay? Pour le VLAN 20, il n'est plus route. Pour le VLAN 30, il n'est plus route. Et pour le VLAN 99, il est route. Parce que nous avons fait qu'il soit route seg primary pour le VLAN 99 et route primary pour le VLAN 100. Pour le switch distribution 1, do show spanning tree, remarquons que lui, il est route pour le VLAN 10, il est route pour le VLAN 20 et il est route également pour le VLAN 30. Mais il n'est pas route pour le VLAN 99. Donc ça permet de faire une sorte de load balancing. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons configurer les access ports. Les PC, en fait, qui sont dans le jaune, en fait, nous allons dire VLAN, seront dans le VLAN 10. Au vert, ils seront dans le VLAN 30. Au bleu, ils seront dans le VLAN 20. Ça, c'est cette légende que nous avons. Alors, nous avons, la façon que j'ai fait ça pour faciliter, nous avons le G. Au niveau de tous les switches, c'est la même chose. Le G01 va vers les PC jaunes. Donc, c'est le VLAN 10. Donc, nous allons faire ceci. Interface G01. Et nous avons le G02 qui va vers le vert. Donc, c'est pour le VLAN 20 en vert, dans le 30. Et nous avons le bleu qui va... ok, pour faciliter cela, je pense que l'objectif était le G02. C'est pour le VLAN 20. Ok, donc il y aura un inversement ici, là. Parce que je voulais 1 VLAN 10, 2 VLAN 20. Et je pense que le G03, ici, c'est pour le VLAN 30. Donc, allons faire ceci. G03. Et ici, nous allons juste faire une modification ici. OK. Pour garder cela, ce n'est pas grave. Nous allons faire switch port, mode access, switch port, access, VLAN 10. Nous allons mettre la description VLAN jaune. OK. C'est pour si vous voulez marketing. Et nous allons faire que ça soit spanning tree port fast. Port fast, c'est simplement pour faire de telle sorte que le port puisse commencer à communiquer dès qu'un équipement se connecte sans attendre les transitions de STP. Faire ceci au niveau du 10, du G02 plutôt, et modifier. Ici, ce sera pour le VLAN 20. VLAN 20. Nous allons juste modifier ça ici. OK? Nous allons faire que ce soit un peu, que ça corresponde un peu. Le 20, c'est maintenant le vert. Et le 30, c'est maintenant le bleu. Donc, le 20, c'est le vert. Et c'est pour les finances. Et le 03, c'est pour le 30. C'est pour le bleu. Et c'est pour le les opérations. Alors, je pense que tout est en ordre.
nous allons venir dans chaque port. Avant de le faire, si nous venons, faisons do show VLAN brief, remarquez que ces VLAN n'ont été attribués à aucun port, 10, 20 et 30. Donc, nous allons prendre ceci, on va appliquer cela dans chaque access switch. Venons ici, access 1. Alors, pour ce qui concerne la commande port fast, on nous dit port fast should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting apps, concentrators, switches, bridges to this interface when port fast is enabled can cause temporary bridging loops. Use with caution. Port fast has been configured on gig 03 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode. Effectivement, ces ports sont connectés à des équipements et sont access. Donc, port fast va fonctionner. On va faire la même chose au niveau du switch 2. La même chose au niveau du switch 3, access 3. Et la même chose au niveau du switch access 4. Si nous revenons ici au niveau du switch access 1, faisons do show VLAN brief. Remarquez que les VLAN sont maintenant access pour ces interfaces. Donc là, nous venons de le faire. Nous allons maintenant passer à la configuration des interfaces. Nous allons configurer les sous-interfaces au niveau de ces routeurs. Mais avant de le faire, il est très important, rappelez-vous que si nous ne configurons pas, ok, nous allons faire l'inverse et nous allons voir que s'il n'y a pas de trunking entre le switch et le routeur, la communication ne va pas passer. Nous allons partir dans les routeurs, dans le routeur 1.